Luc Beyer, bonjour. Bonjour. Donc, Luc, tu es fondateur d'Annabel Group, qui est un groupe technologique et industriel sur des compétences très pointues. Est-ce que tu peux brièvement nous situer un petit peu le champ de compétences ? Oui, alors Annabel Group, effectivement, un groupe qui regroupe un certain nombre de sociétés d'activités différentes, mais en fait dont le liant, c'est les produits et services pour la sobriété des industries. Donc on fait Sofracer Maintenance, c'est une activité de maintenance pour l'efficacité énergétique. On va venir entretenir les systèmes d'échange de chaleur dans les industries et donc éviter les consommations, éviter d'abîmer les chaudières, les échangeurs. Et puis Sofracer est un leader mondial de mesure de viscosité en process qui permet d'optimiser les procédés de fabrication et surtout d'éviter les mauvaises productions, donc les gaspillages. Et puis Anaël est une société qui distribue des matériels de mesure et d'analyse en ligne, en France, donc pour éviter les pollutions. C'est des mesures en continu des émissions des industries. Voilà. Et puis le groupe lui-même a une petite activité de conseil et a développé un espace de coworking. Ça représente combien de collaboratrices, collaborateurs ? 35 personnes. Ouais. Donc une structure, un groupe qui existe maintenant depuis combien d'années ? Alors, Annabel Group a été créée en 2008, mais en fait, c'est le résultat d'une transformation d'une société au départ qui était patrimoniale, qui s'appelait Sofracer, ouais. Et dont j'ai pris la direction il y a 23 ans maintenant, et que j'ai emmené vers une conversion écologique et sociale progressivement. Et alors, pour ce faire, quel a été, en termes de management, de gouvernance, l'évolution dans cette reprise d'activité et cette volonté d'aller vers des impacts écologiques importants ? Alors, la première expérimentation que j'ai faite, c'était avec Anaël. En fait, j'ai externalisé le service commercial de Sofracer en m'associant à des commerciaux et des fournisseurs. Et c'est-à-dire que pour la première fois, j'ai évalué les parties prenantes les plus impactantes et je les ai associées au capital en leur laissant la majorité. C'est-à-dire qu'en créant ça, je n'ai pas pris la majorité contre l'avis des avocats, des experts comptables et des commissaires aux comptes, qui disaient qu'il fallait absolument un capitaine à bord. Et cette expérience a été un succès, un grand succès. Donc quand j'ai racheté la société, puis que je l'ai réorganisée, en séparant les différentes activités, comme Sofracer Maintenance, j'ai associé les salariés et je leur ai laissé la majorité d'entrée de jeu. Parce qu'une activité de maintenance, ce sont des chefs d'équipe qui sont leurs propres patrons toute la semaine. Et c'est un petit peu... Nous, on propose une communauté de moyens et de compétences sur lesquels ils se reposent. Donc, ils n'ont pas à gérer l'administratif, ils n'ont pas à gérer les ressources humaines, ils ont à gérer leur métier et leurs équipes. Et ce changement de gouvernance et d'actionnariat, il s'est étalé sur quelle durée ? Et puis, est-ce que vous étiez accompagné par des cabinets, des consultants pour ce faire ? Non, en fait... je me suis beaucoup inspiré. Alors, je suis membre des centres des jeunes dirigeants d'entreprise, le CJD, depuis que je suis arrivé, donc depuis 2000. Et là, ce qui était très inspirant, c'est dans le début des années 2000, c'était la performance globale. Et c'est l'application du développement durable à l'entreprise. Et c'est la première méthode qui est sortie, qui est d'ailleurs déposée à l'INPI. Et cette performance globale, c'est d'être performant avec toutes les parties prenantes. Et donc j'ai fait un travail de réfléchir comment est-ce que je pouvais développer la performance avec toutes les parties prenantes. Donc c'est les méthodes du CJD qui m'ont lancé. Et après j'ai travaillé comme ça progressivement. Et donc aujourd'hui, quand on a de nouveaux salariés, on fait à nouveau des distributions de parts gratuites au fur et à mesure. Et puis quand les salariés partent, on les rachète. Voilà, on a ce jeu-là. Quand on parle de partage de la valeur, et on en parle beaucoup en ce moment, j'ai eu la chance d'être invité à discuter de ça avec Elisabeth Borne et puis Olivier Dussopt récemment, eh bien, moi je pense que le partage de la valeur, le partage de la responsabilité, ça impose le partage du capital. Et pour toi, le lien entre cette gouvernance et ce partage de la valeur avec la transformation des organisations face aux enjeux climatiques et environnementaux, c'est quelque chose qui est indissociable ? Oui, en fait, les premières années, je me suis beaucoup engagé sur l'écologie parce que dans les débuts des années 2000, c'est vraiment là où je me suis rendu compte de l'urgence. Et j'ai commencé à effectivement transformer l'entreprise, transformer son offre pour aller vers plus de sobriété, transformer ses méthodes et faire des conférences un peu partout pour essayer
d'emmener un maximum de chefs d'entreprise dans cette démarche. Mais je me suis rendu compte que dans mon entreprise, j'étais un peu le cheval blanc seul devant. Alors les gens suivaient, hein, parce qu'ils étaient dans la carriole, et puis ils me faisaient confiance finalement. Mais je me rendais compte que dans le discours, avec les clients, ils ne changeaient pas tellement. Dans la façon d'approcher, dans la façon de travailler, etc. Et donc cette association, je me suis dit, c'est qu'il faut plus les associer à la stratégie, plus les associer à la réflexion. Donc on a travaillé tous ensemble les stratégies. On a regardé notre stratégie au regard des objectifs du développement durable. On a regardé les objectifs sur lesquels on avait un impact positif, et, qui était notre force, ceux sur lesquels on avait un impact négatif et qu'il fallait qu'on amenuise. Et puis on a aussi regardé les ODD qui étaient importants pour eux personnellement. Et ça a guidé aussi une politique de partenariat local et national sur un certain nombre de causes comme la santé, l'éducation, l'insertion, et puis le développement durable, enfin on va dire la consommation responsable, la consommation et la production responsable. Parmi tous ces impacts environnementaux, l'impact qui est le plus mesurable dans votre activité, c'est la consommation d'eau. Alors, nous, on va dire que on a beaucoup travaillé effectivement sur nos utilités. On a réduit de 50% notre consommation d'eau en développant des procédés qui étaient sobres en eau, ou même en n'utilisant pas du tout d'eau sur certains procédés. On a réduit notre énergie de 30%, notre consommation énergétique de 30%. C'est encore mieux depuis cette année puisqu'on est passé en géothermie au niveau des énergies. Et là, on est en train d'installer des panneaux photovoltaïques, ce qui veut dire qu'à la fin de l'année, on sera en autonomie énergétique. Donc voilà, on sera à zéro du coup. Et puis on fait des choix, hein. Ça fait quelques années maintenant qu'on est passé chez Enercorp, donc c'était déjà de l'énergie verte, on va dire. Enfin. Et puis on a, donc ça c'est des indicateurs qu'on suit, hein, qui sont très spécifiques, mais on a aussi un indicateur plutôt de l'inclusion, donc sur l'activité maintenance, on a pris l'habitude de recruter des gens qui n'avaient pas de diplôme, qui étaient un petit peu en échec vis-à-vis, et on les forme et on a une stratégie de les amener tous chefs d'équipe. Et donc on mesure un peu notre taux de réussite par rapport à ça, et on a de très belles réussites, et très récemment, et pour la première fois, on a recruté un sans-papier, donc ça a été un parcours du combattant pour lui faire obtenir des papiers, mais qui crée une dynamique dans l'entreprise qui est extrêmement positive, parce que c'est vraiment quelqu'un qui en veut, vraiment, c'est un ancien enfant des rues du Congo, RDC, et il n'avait jamais été à l'école, donc il a une volonté d'apprentissage qui est fantastique et qui est enthousiasmante. Voilà. Merci Luc pour ton partage d'expérience.